Alors, commençons. La démarche scientifique, comment on l'a définie, ça va être l'ensemble des règles guidant le processus de production des connaissances scientifiques, des observations, calculs, expériences, raisonnements. On peut appeler ça aussi stratégie expérimentale. La nuance entre démarche scientifique et stratégie expérimentale, c'est que dans la démarche scientifique, c'est un processus qu'on va faire, alors qu'une démarche expérimentale, c'est vraiment de faire une expérience. C'est un peu plus, on va aller vraiment récolter des données puis changer des caractéristiques pour aller tester différents environnements. Fait que c'est un petit peu différent sur le résultat attendu, mais c'est les mêmes démarches là, en soi dans les deux cas. Fait que le terme est un peu synonyme, mais démarche scientifique est un peu plus large que stratégie expérimentale, où est-ce que stratégie, c'est vraiment comme spécifique à une démarche où est-ce qu'on veut tester, faire une expérience en soi. D'où ça vient la démarche scientifique, là, je vous passe il y a quelques pages qui sont cachées au niveau de mon PowerPoint, là, vous allez peut-être voir. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en PDF, je vais vous l'ajouter en PDF un petit peu plus tard. Je l'ai juste mis en PowerPoint, peut-être que vous avez préféré le PDF, là. Je viens de penser que je ne vous l'avais pas mis. Donc, à l'intérieur, il y a des petites pages qui sont cachées, là. Je ne voulais pas aller en profondeur dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que John Stuart Mill, Claude Bernard et Karl Popper, qui ont tous comme parlé du principe d'induction et de déduction à la base de la démarche scientifique. C'est quoi ça, l'induction et la déduction? On l'utilise toujours quand on fait la démarche. L'induction, c'est partir du particulier et d'aller extrapoler à partir de ce particulier-là. Donc, j'ai des observations. Je vois des observations dans la vie de tous les jours et ça va m'amener une théorie. Ça va me dire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la situation. Par exemple, je me promène à Saint-Félicien, où est-ce que la ville dans laquelle je reste, où est-ce qu'il y a le cégep, mon cégep. Je me promène la nuit et je me rends compte que je vois des chats qui sont tous noirs. Ben, d'après ma vision des choses, j'induis que tous les chats sont noirs parce que j'ai juste vu des chats noirs quand je marchais dans ma ville. Fait que ça, ce serait une observation là, qui me donnerait une théorie. Je pars de mes observations, je crée une théorie. Par contre, l'induction, on l'utilise seulement quand on veut partir, créer une problématique, se poser, tu sais, c'est nos questionnements de départ. Mais quand on veut démontrer, vraiment prouver notre point, on va plutôt utiliser la déduction. C'est-à-dire, on va partir du général, puis on va aller, à partir de ce général-là, de cette théorie-là, on va aller voir des observations, puis valider que ces observations sont cohérentes avec notre théorie. Donc, par exemple, il y a une théorie qui dit qu'il y a de la gravité partout sur Terre. Ben, si j'ai un crayon, ben, je me dis, ben, si la gravité est partout, mon crayon va tomber parce que la gravité existe sur Terre. Donc, c'est comme ça que je vais faire ma déduction. Je vous donne un exemple plus concret, un peu comme mes chats. Je vois, euh, ici, j'ai l'induction. Je vois quatre signes blancs passer. Tous les signes sont donc blancs selon moi, selon l'induction que j'en fais. Par contre, si je veux démontrer que tous les signes sont blancs, il faudrait que je vois tous les signes de la Terre. Ce qui est après, à peu près impossible à faire en soi. Je ne peux pas voir tous les signes, c'est pas réellement possible. Donc, il faudrait que je vois toutes les situations pour avoir une conclusion qui est universelle. C'est plus comme c'est comme ça que je vais mettre en place une théorie que je pourrais croire, mais je ne pourrais pas la valider à partir de l'induction. Je vais devoir utiliser la déduction. Je crois que tous les signes sont blancs. C'est mon hypothèse. Je vois quatre signes blancs. Je vois donc dans mon hypothèse, il n'y a pas d'anomalie présentement. Je valide ma théorie. Ça se pourrait que d'une autre situation fasse en sorte que ça change, mais pour l'instant, dans la situation dans laquelle je me trouve, j'ai quatre signes blancs. Si je me retrouve dans une autre situation et je vois un signe noir, ben là, je vais me dire, ma théorie au départ était erronée, je vais la changer vu que mon hypothèse n'était pas la bonne. On peut donc pas confirmer une hypothèse. C'est difficile à prouver. On peut pas dire la gravité est partout sur Terre sans avoir testé tous les endroits sur Terre. Par contre, je peux l'infirmer. Si j'arrive à un endroit et que je teste la gravité et que la gravité n'existe pas et que là, ça flotte dans l'air, par exemple, si j'étais dans un simulateur de vol ou des endroits où on peut flotter dans l'air ou qu'on est dans un vaisseau spatial assez haut dans l'espace ou en avion
qui fait des hauts et des bas, mais dans ces situations-là, je pourrais me retrouver à ne pas avoir de gravité et là, je viendrais infirmer mon hypothèse parce que j'ai démontré par la déduction que effectivement, c'est pas tous les endroits sur Terre qui subissent la gravité. Ben, tout subit la gravité, mais il y a des endroits où l'objet ne tombera pas, il va rester en l'air parce qu'il n'y aura pas de gravité, justement. Alors, la démarche scientifique se base là-dessus. Euh, Ici, celle que je vous présente, c'est la démarche scientifique de Underwood qu'il a écrit en 1997. Des fois, ça peut arriver que dans d'autres endroits, d'autres profs, les étapes changent un petit peu, mais ils sont toujours dans le même ordre habituellement. Ils se ressemblent beaucoup. Puis la première étape, c'est d'observer, se poser des questions. Euh, Mettre en place une problématique. C'est quoi mon problème? C'est quoi je veux résoudre? Y a-t-il quelque chose qui m'intéresse? Y a-t-il quelque chose que... J'ai-tu un objectif à faire? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ben, par rapport à ce que je me suis posé comme question, à ma problématique ou à mon objectif, je vais essayer de m'aller mettre un modèle, un mécanisme ou une théorie qui va venir expliquer, euh, dans le fond, déduire ce que j'ai mis comme problématique ou est-ce que c'était plus de l'induction. J'ai fait des observations, j'ai vu que par exemple, j'ai vu que tous les chats étaient noirs. Je me pose la question, est-ce que réellement tous les chats sont noirs à Saint-Félicien? Je vais aller me mettre une théorie qui dit que, ben, à Saint-Félicien, il y a peut-être des mutations qui font en sorte que tous les chats sont noirs pour X raisons que je pourrais expliquer dans mon modèle. Et là, je pourrais aller ensuite tester ce modèle-là en poser une hypothèse en disant, je pense que grâce à mon modèle, tous les chats sont noirs. Il n'y aura pas d'anormalité à l'intérieur. Donc, mon hypothèse va être une affirmation qui va être prédictive, ça va prédire ce que je devrais avoir comme résultat. Mais il faut que ça parle de résultats, il faut que ça parle de données. Euh, L'hypothèse peut être normale, donc rester dans quelque chose qui ne change pas, qui se modifie pas, ou porter sur, il va y avoir quelque chose d'anormal, quelque chose qui va changer. Tantôt, je disais, euh, tous les chats de la ville de Saint-Félicien sont noirs. Ben, je pourrais aussi avoir l'hypothèse, euh, tous les chats de la ville de Saint-Félicien ne sont pas noirs. Donc là, j'ai deux hypothèses qui sont l'inverse l'une de l'autre. Une qui parle qu'il n'y a pas de changement, tout est normal, et l'autre qui parle que, ah ben non, il y aurait un changement, il n'y aurait peut-être pas juste des chats noirs à Saint-Félicien. Comment je donne les caractéristiques d'une bonne hypothèse? Qu'est-ce qu'une bonne hypothèse? Il faut qu'elle soit univoque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'elle a un seul sens et elle veut dire une seule chose. Elle a une seule interprétation. Tous les chats sont noirs. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ça que tous les chats sont noirs. Il faut qu'elle soit objective. Il faut pas que ça soit une question, il faut que ça soit une affirmation. Puis, il faut pas non plus que ça admette une subjectivité là-dedans. Là. Tu sais, je peux pas dire je pense que tous les chats sont noirs. Ça serait pas une bonne hypothèse. Ça serait tous les chats sont noirs. Il faut que ça soit clair, puis que ça soit qu'il n'y ait pas d'interprétation dans cette phrase-là. Claire et précise. Habituellement, on va vouloir nommer qui, on parle de quoi et où. Qui, ben, c'est sur quoi porte l'expérience. Quoi, c'est quoi que je vais voir qui va changer, qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Et où, ben, habituellement, on va mettre un lieu pour dire, ben, moi, je regarde cette population-là présentement parce que, ben, des fois, on ne peut pas nécessairement généraliser à toute la Terre entière. Fait qu'il faut des fois préciser le où. Cependant, il y a certaines situations où le où serait peut-être moins nécessaire. C'est sûr que je dis tous les chats sont noirs. Ben là, si je dis pas son où, ça peut être difficile de démontrer mon hypothèse. Fait que mettant un lieu à Saint-Félicien, mais c'est peut-être plus facile pour moi de cadrer l'expérience et de me dire, OK, je vais aller regarder juste à Saint-Félicien. Fait qui, quoi, le comment, pas vraiment, mais qui, quoi, où, habituellement, c'est assez clair, c'est assez précis. Qui, ben ici, ce serait les chats, et le quoi, c'est la couleur des chats. Et l'hypothèse devrait être au présent, parce que je m'attends à ce que en ce moment, ça soit réel, mon hypothèse, ça soit vrai. Donc, si en ce moment même, ben, il faut que je mette mon hypothèse au présent. Des fois, il y en a qui vont le mettre au futur, mais tu sais, si je le mets au futur, c'est que je m'attends à ce que ça soit dans le futur, donc pas maintenant, et que ça ne serait pas une excellente hypothèse à ce moment-là. Fait que ça, c'est, mettons, les trois caractéristiques qui sont importantes lorsqu'on écrit une hypothèse. Je donne des exemples d'hypothèses. Euh, Ici, j'écris hypothèse alternative qui sort de la normale.
La première, ce serait l'introduction d'une espèce invasive réduit la biodiversité dans un écosystème donné. Bon, j'ai quoi? J'ai le qui, c'est l'espèce invasive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit la biodiversité. Et où dans un écosystème donné? Bon, là, je pourrais le préciser. Là, ici, il n'est pas précisé. Mais en le précisant, ça me donnerait une hypothèse parfaite. Puis pourquoi je dis que c'est sort de la normale? Ben, vu que j'ai ajouté, il y a un changement au niveau de l'endroit, donc il y a une réduction. Fait que vu que c'est un changement, on dit qu'il sort de la normale, on va appeler ça une hypothèse qu'on nommée alternative. Ça, c'est comme ce qui va se passer s'il y a un changement. C'est pour ça qu'on dit alternative. Deuxième exemple, les plantes exposées à une lumière rouge en serre poussent plus vite que celles exposées à une lumière bleue. Donc là, j'ai les plantes, c'est le qui. J'ai aussi, tantôt, j'avais un verbe au présent. J'ai le ou, c'est le en serre. Et le quoi, c'est elle pousse plus vite. Parce qu'elles sont à la lumière rouge. Fait que si j'ai toutes les informations nécessaires, elle est dans un seul sens, c'est qu'elle pousse plus vite, donc elle va plus vite. Elle n'est pas ni l'une ni l'autre. Puis, elle est au présent aussi. Euh, des fois, on pourrait, tu sais, ici, par exemple, je voudrais démontrer qu'il y a une différence par la croissance de la lumière rouge, mais je ne sais pas si ça va être positif ou négatif. Je pourrais mettre une hypothèse qui va donner les deux possibilités. Pousse différemment de celle exposée à la lumière bleue. Elle serait quand même univoque, elle va dans un seul sens. Elle dirait que c'est différent. Mais par contre, elle pourrait être soit positive ou soit négative. Alors que là, je dis plus vite, puis elle serait nécessairement positive. Les deux seraient corrects. La troisième exemple que je vous donne, les personnes qui dorment au moins 8 heures par nuit ont de meilleurs résultats cognitifs du reste du groupe d'études. Donc là, j'ai les personnes, ben, les personnes qui dorment au moins 8 heures, qui ont des meilleurs résultats cognitifs par rapport à où, ben, dans un groupe d'études. Ici, j'ai encore, puis j'ai on, c'est au présent, et ça va juste dans un sens, donc qui sont meilleurs que le reste du groupe. Euh, Donc, vous voyez des exemples d'hypothèses alternatives, donc qui donnent une différence. Habituellement, quand on fait une démarche scientifique, nos hypothèses de départ, celles qu'on va écrire, ça va être des hypothèses alternatives. C'est rare qu'on teste qu'il n'y a pas de différence. C'est rare, ça peut arriver. Mais en soi, c'est souvent l'alternative qu'on va vouloir voir. On appelle ça une hypothèse nulle parce qu'il n'y a aucun changement. Donc, c'est pour ça qu'on la dit nulle. Si ça reste dans la normalité, ça reste comme il n'y a rien qui se passe, là. Ça reste que le statu quo, là, il n'y a pas de différence. Donc, c'est les mêmes exemples, mais le terme est changé pour qu'il n'y ait pas d'effet. Donc, l'introduction d'une espèce invasive ne change pas la biodiversité dans un écosystème donné. Les plantes exposées à une lumière rouge en serre ne poussent pas différemment de celles exposées à une lumière bleue. Si vous voyez, j'ai utilisé différemment. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une différence qui pourrait être en dessous ou égale. Mais ici, j'ai mis, je veux pas qu'elle soit différente. Je veux qu'elle reste, qu'il n'y ait pas de différence. Donc, il faut que je teste l'hypothèse 2 comme ça. Je pourrais toujours ajouter Habituellement, on essaie qu'il n'y ait aucun changement. Il y a en statistique, des fois, on peut jouer un peu sur les termes. Les personnes qui dorment au moins 8 heures par nuit n'ont pas de meilleurs résultats cognitifs face au reste du groupe d'études. Donc, ça, c'est tous des exemples où est-ce qu'il n'y a aucun changement, puis je peux valider qu'il n'y a aucun changement. En fait, pourquoi je vous parle d'hypothèses alternatives et d'hypothèses nulles? Si vous avez fait un cours de stats, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces termes-là. C'est des termes statistiques. Pourquoi? Mais parce que on va créer nos hypothèses. Habituellement, on crée une hypothèse alternative, mais on peut aussi la transformer puis la rendre en hypothèse nulle. Mais qu'est-ce qu'on va tester? Notre expérimentation va porter sur quoi? Bien, on va tester l'hypothèse nulle. Pourquoi l'hypothèse nulle? Est-ce que c'est possible, si je reviens avec mes exemples, d'introduire une espèce invasive et de voir qu'elle réduit toujours l'écosystème la biodiversité qui est donnée. Ce serait difficile de démontrer à chaque fois qu'il a réduit. C'est beaucoup plus facile de démontrer, d'infirmer le fait qu'elle ne fait pas de différence. Donc, je vais voir qu'il y a une différence et là, je vais pouvoir dire oui, elle a un effet. Mais si je vais juste regarder c'est quoi l'effet, ben, ça va être difficile pour moi de valider. Fait qu'il faut toujours tester, on va toujours essayer d'infirmer une hypothèse nulle. C'est vraiment le but d'une expérience, ça va être ça. Fait qu'on va tester l'hypothèse nulle. On va soit la confirmer, soit l'infirmer.
Si on confirme une hypothèse nulle, ben, on va la comparer avec la théorie parce que ça se peut que ma théorie me disait l'inverse. Mais si ma théorie me disait oui, l'hypothèse nulle devrait être le cas, par exemple, si euh, ma théorie de départ que tous les chats de Saint-Félicien sont noirs et que finalement je teste à tous les soirs, je regarde les couleurs des chats, puis à toutes les fois, je vois juste des chats noirs, je le fais plusieurs fois, je fais plusieurs réplicas, plusieurs chats différents, je vois tous qui sont noirs. Puis là, je vais venir confirmer mon hypothèse nulle. Il n'y a pas de changement, tous les chats sont noirs. Et donc, je vais pouvoir continuer ensuite peut-être de faire mon étude pour voir si c'est pareil dans toutes les situations. Est-ce que tous les chats sont noirs à Roberval? Est-ce que tous les chats sont noirs à Montréal? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont juste noirs à Saint-Félicien. Donc, j'irai continuer de valider. Ce qui serait plus logique, ce serait de l'infirmer. Parce que clairement que c'est pas tous les chats de Saint-Félicien qui sont noirs, je l'espère du moins. Donc si j'ai infirme, ben là, si mon hypothèse au départ était que tous les chats étaient noirs, je vais comparer de la théorie, je vais bien voir que ça n'avait pas rapport, que c'est que j'avais ma hypothèse n'était pas bonne, et je vais venir changer ma théorie, dire non, ce n'est pas vrai, tous les chats ne sont pas noirs à Saint-Félicien, et je vais pouvoir aller voir ensuite est-ce que c'est pareil dans toutes les situations. Euh, mais c'est vraiment l'hypothèse nulle que je peux infirmer ou confirmer. Et là, après, je vérifie. Est-ce que ce que je m'attendais dans la théorie, c'était mon hypothèse nulle ou mon hypothèse alternative? Et là, je vais venir valider cette théorie-là ou l'infirmer, dépendamment de la situation. Ça peut arriver que des fois, il y a des chercheurs qui vont avoir fait les tests, ils vont arriver à l'interprétation puis se rendre bien compte qu'il y avait tort. Ils disaient que ça allait pas rien faire, puis finalement, ça fait un effet. Donc là, il faut qu'ils changent leur théorie puis qu'ils démontrent, en fait, le but après, ça va être d'expliquer pourquoi est-ce que ça correspondait à la théorie ou au contraire que ça ne correspondait pas à la théorie. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Est-ce que tout va bien? Ça va? J'ai pas de signe de vie, mais Émile, oui, Émile, c'est le plus rapide sur le bouton. Je suis sûre que vous étiez là. Pas de questions pour l'instant, bien sûr, vous pouvez le faire. Je vous fais des petits conseils pour les expérimentations. Ici, je parle d'expérimentation. Habituellement, on va catégoriser ça comme je change un paramètre de ma situation pour voir c'est quoi l'effet de ce changement-là. Euh, Dans notre cours, on va faire une expérience. Je mets des guillemets parce qu'en fait, on n'ira pas changer une caractéristique, on va aller observer. On a, habituellement, il y a comme deux types principaux de, ben, pas d'expérience, mais de recherche, de démarche scientifique. Il y a l'observation et il y a l'expérimentation. On va plus faire une observation, mais reste que je voulais quand même vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire attention lors d'une expérimentation. Là, je vous ai déjà parlé de l'hypothèse nulle, c'est quoi qui est normal, il n'y a pas de changement, c'est ce qu'on peut infirmer. C'est-à-dire on va être capable de peut-être mesurer une différence. Si on ne mesure pas cette différence-là, ben, l'hypothèse nulle elle est vraie. L'hypothèse alternative, c'est la normalité, présence d'une différence. Et le conseil que je vous donne, c'est si jamais vous faites une expérience, ben, on essaie d'avoir des réplicas. Pourquoi on veut des réplicas? C'est parce que des réplicas, ça permet de pouvoir faire porter une vision statistique à notre test. Hein, si je me promène une fois, un soir, puis je regarde, puis je vois juste un chat noir, est-ce que ça veut dire que tous les chats sont noirs? Ben là, j'en ai vu un. C'est pas très représentatif. Donc, si je me continue à me promener, j'en vois un deuxième qui est noir. Bon, ça commence à être un peu mieux. Genre un troisième qui est noir. Ah ouais, ça commence à être un peu plus intéressant. Donc mes observations, je commence à en avoir plusieurs. Par contre, ben, si je le fais seulement un soir, ça se peut que ce soir-là, il y ait juste des chats noirs qui soient sortis. Fait qu'il faudrait que je le fasse plusieurs fois à mon expérience. Donc, je vais aller remarcher une deuxième nuit, une troisième nuit, une quatrième nuit pour faire plusieurs réplicas. Et à chaque nuit, je vais essayer de trouver le plus de chats possible. Euh, le chiffre magique, c'est 30. 30. C'est rare qu'on se rend à 30 dans certaines expériences, mais si vous avez la chance d'avoir d'être des chercheurs en herbe, puis que vous voulez faire des expériences, ben, le chiffre 30, c'est comme un bon chiffre, avec au moins 3 réplicas pour chacune des expériences. Pourquoi je fais la nuance entre observation et réplica? Il y a un terme qui est intéressant, c'est l'élément d'observation versus l'élément expérimental. Sur quoi porte mon expérience et c'est quoi que j'observe dans mon expérience? Il y a une différence entre les deux. Le meilleur exemple de ça, c'est un bocal de poisson.
j'ai un bocal de poisson ici. Il y en a un que je vais mettre en contact avec du chlore, un que je mets de l'eau à l'intérieur et un, je mets rien. Le but de l'expérience, c'est de voir l'effet du chlore. Parce que pourquoi est-ce que je vais mettre de l'eau? Ben, mon but, c'est de voir est-ce que la seringue vient stresser les poissons, puis il y aura un effet. C'est comme mon témoin positif. Puis rien mettre, c'est comme mon témoin négatif. Fait que aussi, dans une expérience, j'essaie de mettre des témoins. Ici, sur quoi porte l'expérience? Ben, c'est sur ce que je vais aller modifier. Qu'est-ce que je modifie ici? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que je vais venir modifier? Ça va de quoi sur porte mon expérience ici, selon mon image. S'attendez pas à ce que je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Jamais de mauvaise réponse. Vous pouvez essayer, vous pouvez aussi y aller avec le clavardage si vous préférez. Vas-y, Lauriane. Ben, est-ce qu'il faut tenir compte de notre témoin positif? Parce que si notre témoin positif, c'est l'eau, puis rien, c'est notre témoin négatif. J'aurais eu tendance à dire la substance, mais je sais pas si ça Oui, doit tenir en ben, compte. tu t'es vraiment proche de la réponse exacte, là. Tu te rapproches beaucoup. Effectivement, c'est la substance. Dans quoi je mets ma substance ici? Est-ce que je mets la substance dans mes poissons ou je la mets dans le bocal? Dans le bocal. Dans le bocal, oui. Fait que Lauriane, t'étais très très proche de la réponse. Fait que la bonne réponse, c'était le bocal. Donc, sur quoi je vais porter mon expérience? Ça va être le bocal. C'est lui que je vais modifier les éléments à l'intérieur. Sur quoi je vais observer l'effet? Ben, ça va être sur les poissons. Tu sais, je peux pas regarder l'effet sur le bocal. Le bocal, il n'est pas vivant, lui. Moi, je veux regarder l'effet biologique. Je vais aller voir les poissons. Mais mon expérience, si je fais ces trois bocals-là, puis que je fais juste ça, ben, je vais avoir difficilement accès à. Je vais pas avoir beaucoup de réplicas. Je vais avoir un réplica pour chaque test parce que je porte l'expérience seulement sur le bocal. Il faudrait que je répète plusieurs fois mon élément expérimental. C'est sur lui que porte les réplicas. Et l'élément d'observation, ben, il peut en avoir plusieurs par réplica, mais c'est plus important d'avoir des réplicas expérimentaux que un nombre d'éléments d'observation énorme dans une seule expérience. Donc, ça change que ben, si je mettais le chlore dans mes poissons, là, mon élément expérimental, ça serait mon poisson direct. Fait que si je mets mon chlore dans chacun de mes poissons, je vais pouvoir spécifiquement dans chacun d'eux dire que c'est un réplica directement. Et ici, j'en aurais trois, alors que tantôt, j'en avais juste un. Donc, si je voulais faire une belle expérience avec mes bocaux, il faudrait que je fasse trois fois chacun de mes bocals pour chacun des types que je veux tester. Mais des fois, ça peut rendre une expérience plus complexe qu'on le pense. De réussir à avoir quelque chose qui est plus correct. Ça va pour ça? C'est mon petite histoire de bocal. Fait que si un jour vous pensez à faire une expérience, ben, il faut se poser la question sur quoi porte mon expérience. Dans le cours, on ne fera pas nécessairement d'expérience, mais ben, on pourrait en faire peut-être un peu. Tantôt, on va jouer un petit jeu qui porte quand même sur une expérience, donc peut-être qu'on va avoir des effets. Maintenant, je vais vous parler un peu de la récolte de données. C'est aussi des concepts qui sont statistiques, mais je trouve ça important d'en amener parce que, on va avoir des données à prendre dans le cours. Ça va être des données observatoires, mais ça va être des données quand même. Fait qu'il va falloir les prendre comme il faut. Euh, Première information. Chaque élément d'observation doit être unique dans un tableau de données. Donc, à chaque fois que j'observe de quoi, il faut que cette information que j'ai observée soit unique, elle soit spécifique dans mon tableau excusez-moi, de données. Chaque type de mesure prise ou les caractéristiques observées correspond à une variable. Donc, dans mon élément d'observation, je vais regarder, je peux mesurer des choses. Je sais pas moi, si j'observe mon petit cerveau en plastique, ben, lui, il est unique. C'est le seul cerveau que j'ai, c'est lui qui est là. Mais les mesures, je pourrais prendre sa longueur, je pourrais prendre sa largeur, je pourrais prendre son poids, je pourrais donner sa couleur, je pourrais dire est-ce qu'il est mou, il est dur. Donc ça, c'est toutes des caractéristiques, des mesures qui vont correspondre à chacune à une variable. Donc le poids, la mesure, la couleur, c'est toutes des variables différentes. Pour bien noter toute cette information-là, chaque élément d'information va correspondre à une ligne dans un tableau alors que chaque variable correspond à une colonne du tableau. Je vous donne des exemples.
Voici un mauvais exemple pour commencer. J'ai pris, je parlais de bocal tantôt. Donc là, j'ai pris des données sur mes poissons. Euh, j'ai mon réplica 1, 2 et 3. J'ai mon bocal A, B et C. Et dans chaque case, j'ai inscrit la longueur, le poids et la couleur de mon poisson. Et j'ai aussi marqué ma date de prise de données. Ça, ce tableau-là, ben, on pourrait le faire différemment, là, ça ne serait pas plus grave, mais il ne représente pas en fait, chaque ligne ne représente pas un élément d'observation, première chose. Chaque ligne représente un réplica, ce qui n'est pas un élément d'observation. Et deuxième chose, les variables ne sont pas en colonne. Ici, en colonne, on a les bocaux. Fait que ça ne correspond pas à ce que je vous donnais comme organisation. Cependant, si vous êtes en train de prendre des données sur le terrain, des fois, c'est plus facile de prendre des données comme ça. Parce que c'est clair. Ici, je sais que le bocal A, je regarde mon réplica 1. OK, là, je suis tel jour, j'écris ma date en haut. Là, j'écris toutes mes informations que j'ai pris pour ce bocal-là. Et là, je fais la même chose pour chacun de mes bocaux. Fait que c'est sûr que ça facilite la prise de données, mais ça ne facilite pas la récolte ensuite, puis le traitement des données par la suite. Il va falloir que je modifie mon tableau ou que je rentre mes données différemment. Fait que prendre des données comme ça va, mais les rentrer ensuite pour les analyser, ça va être très difficile. Il va falloir que je travaille fort pour réussir à aller chercher mes informations. Voici un bon exemple de ce que j'aurais pu faire. Ici, vous allez me dire, oui, mais madame, on répète tellement de fois l'information, ça, tu sais, c'est comme trop. Ça se lit mal, ça se voit mal. Par contre, ça s'analyse très bien. Donc, c'est aussi facile de dire, bon, j'ai mon bocal A, je regarde mon réplica 1, on est quelle date? On est à 1er octobre. Puis là, je pourrais faire idem pour toutes les autres si je suis en train de l'écrire à la main. Et ensuite, je vais écrire ma hauteur, ma masse et ma couleur. Donc là, ma variable est vraiment chaque variable, donc soit le type de bocal, le réplica, la date que j'ai été prendre l'information, la hauteur qui est une mesure, la masse qui est une mesure, la couleur qui est une caractéristique. Donc, on voit que chacune est dans une colonne. Et chacun de mes éléments d'observation va être pris sur une ligne. Donc, j'ai observé mon premier poisson dans le bocal A le 1er octobre. Et lui, il a cette mesure-là, puis ces caractéristiques-là. Donc, chaque élément d'observation est spécifique à ce moment-là. Je pourrais même y donner un code. Je pourrais dire, ça, c'est le code A1 qui est en premier, A1 du 1er octobre. Donc là, je serais capable de spécifiquement le caractériser. C'est de quoi mon élément d'observation. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux tableaux? Un reprend toute l'information vraiment rapide et c'est facile à lire. Par contre, c'est très difficile à aller chercher les données puis aller les analyser, alors qu'ici, plus facile d'aller chercher les données